Ma famille se moque de mon invention ridicule, ma sœur et mon cousin m'enjoignent de rester au bureau. J'encaisse leur rire, impassible. Le lendemain, le rachat de ma start-up fait la une. Mon téléphone explose d'appels, mais c'est trop tard pour ceux qui doutaient. Je m'appelle Manon Dubois. J'ai 29 ans. Et au moment où ma sœur a qualifié mon invention de ridicule pendant le dîner, j'avais déjà passé 3 ans à la construire en silence. Elle m'a adressé ce sourire froid et poli à travers la table de ma mère, comme si elle avait déjà gagné quelque chose pour lequel je n'avais même pas accepté de concourir. Puis elle a incliné la tête et a dit, « Personne n'achètera ton invention ridicule. Arrête de te ridiculiser et garde ton travail de bureau. » Mon cousin Romain a ri avant même que je puisse lever ma cuillère. Le son a fait le tour de la table plus vite que le panier à pain, rapide, méchant et familier. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas lancé une réplique intelligente pour choquer tout le monde et obtenir du respect. J'ai juste continué à manger ma soupe parce que parfois le silence est la seule chose qui empêche une personne de dire quelque chose qu'elle regrettera avant que la vraie fin n'arrive. Ce que personne à cette table ne savait, c'est que mon invention prétendument ridicule avait déjà traversé 2 programmes pilotes exigeants, un examen de sécurité par une grande entreprise, et une semaine de négociations qui m'avaient à peine laissé dormir. Ils pensaient que je jouais encore à l'apprentie inventrice dans mon appartement après le travail, poursuivant un fantasme entre 2 tableaux Excel et un café réchauffé. Ils pensaient que j'étais assez fragile pour me briser sous quelques rires. Ils pensaient que le dîner était la scène où ils pouvaient me définir. Ce n'était pas le cas, car le lendemain matin, lorsque le rachat a fait la une des journaux, mon téléphone a commencé à exploser d'appels, de messages et d'excuses qui sont arrivés bien trop tard pour avoir de l'importance. 3 ans plus tôt, j'occupais encore un emploi stable dans les opérations d'une entreprise de logistique de taille moyenne à Lyon. Le genre de travail que tout le monde dans ma famille respectait parce qu'il venait avec un salaire, une assurance maladie et aucun risque visible. Sur le papier, je m'en sortais bien. Dans la vraie vie, je passais ma pause déjeuner à dessiner des idées de produits au dos de rapports imprimés et mes nuits à être obsédé par un problème que je ne pouvais pas lâcher. Les petites entreprises étaient victimes de failles de sécurité dont elles ne pouvaient pas se relever financièrement. Chaque article que je lisais se concentrait sur les grandes entreprises, les systèmes de niveau entreprise et les outils coûteux. Pendant ce temps, les petites équipes se débrouillaient avec des mots de passe obsolètes, des systèmes d'authentification à 2 facteurs maladroits et des appareils d'employés non sécurisés. Je voulais construire quelque chose d'assez simple pour que les propriétaires d'entreprises ordinaires puissent l'utiliser et d'assez solide pour être efficace quand les choses tournent mal. Cette idée est devenue la première version rudimentaire de mon invention. Un dispositif d'authentification et d'accès d'urgence compact, associé à un tableau de bord léger qui permet aux petites équipes de sécuriser les comptes critiques, de gérer l'accès rapidement et de récupérer lors d'une attaque sans avoir besoin d'un département informatique géant. Mon premier prototype ressemblait à quelque chose assemblé pendant une panne de courant. Mon second surchauffait. Mon troisième a failli effacer mes propres fichiers. J'ai continué. Le plus difficile n'était pas le travail. C'étaient les gens qui me souriaient tout en traitant discrètement mon ambition comme une lubie passagère. Ma sœur cadette, Léa, avait toujours été la plus apprêtée de la famille. Elle s'habillait mieux, parlait plus vite et savait comment retourner une situation à son avantage avant même que quiconque ne remarque ce qu'elle faisait. Elle travaillait dans la stratégie de marque, adorait les apparences soignées et considérait l'incertitude comme une faiblesse morale. Si quelque chose n'était pas déjà validé par un nom d'entreprise, un titre ou un bureau de luxe, elle supposait que ce n'était pas réel. Notre cousin Romain était pire d'une manière plus évidente. C'était un de ces hommes qui rit tôt et fort pour que personne ne remarque qu'il n'avait rien d'intelligent à dire. Une fois qu'il a appris que je passais mes soirées à construire du matériel et des logiciels après mon travail de jour, il a fait de moi la risée de la famille. Voilà notre génie de la Silicon Valley, disait-il. Même si je vivais dans un appartement d'une chambre avec des plans de travail ébréchés et un bureau pliant coincé à côté de mon lit, au début, j'ai essayé d'expliquer mon invention avec soin, pensant que la clarté me ferait gagner du respect. Ce fut mon erreur. Plus je la décrivais de manière réfléchie, plus ils agissaient comme si je faisais une conférence TED à des gens qui étaient venus pour de la purée. Ils réduisaient chaque nuit tardive à un passe-temps, chaque revers à la preuve que j'étais irréaliste, et chaque petite victoire à une chance qui n'avait pas encore réalisé qu'elle était censée disparaître. Mes parents n'étaient pas cruels, mais c'étaient des gens fatigués qui avaient travaillé dur pour la stabilité, et la peur modelait leur langage plus qu'ils ne l'admettaient.
Ma mère disait, je ne veux juste pas que tu sois déçu. Mon père disait, tu es assez intelligente pour ne pas jouer ton avenir. Aucune de ces phrases ne semblait haineuse, mais toutes deux faisaient en sorte que l'échec se sente comme une attente familiale dans laquelle je devais grandir. Puis vint le moment qui changea la façon dont je les comprenais tous. J'avais pris 2 jours de congé pour réaliser un pilote en direct avec un cabinet d'expertise comptable local. Cela a fonctionné. Pas parfaitement, pas magiquement, mais assez bien pour que l'associé gérant me dise avec une réelle surprise que mon système résolvait un problème que son équipe avait ignoré parce que toutes les autres solutions étaient trop chères ou trop compliquées. J'étais rayonnante ce soir-là. J'aurais dû garder la nouvelle pour moi. Au lieu de cela, j'ai apporté le dessert au dîner de famille et j'ai eu la naïveté d'arriver pleine d'espoir. J'ai partagé qu'une vraie entreprise avait testé mon invention. J'ai dit qu'il voulait une autre réunion. J'ai dit, peut-être, juste peut-être, j'étais sur la piste de quelque chose de plus grand qu'un projet secondaire. Léa ne m'a même pas laissé finir. Elle s'est penchée en arrière, a souri de ce petit sourire acéré, et a demandé si c'était la même invention pour laquelle je perdais le sommeil au lieu de me concentrer sur une carrière adulte normale. Romain a ri. Ma tante a souri de travers. Quelqu'un a fait une blague sur le fait que je finirais dans une émission de télé-réalité pour inventeur raté. Tout le monde est passé à autre chose avant que je ne puisse décider si je devais me défendre ou me lever et partir. Je me souviens d'être resté dans la cuisine après, à rincer une assiette qui n'en avait pas besoin, fixant le robinet comme s'il m'avait insulté personnellement. Ce fut la nuit où quelque chose en moi s'est endurci. Non pas par amertume, mais pour préserver mon jardin secret. Après cela, j'ai arrêté d'apporter mes rêves dans des pièces qui avaient déjà décidé qu'ils étaient un divertissement. L'année suivante fut la plus solitaire que j'ai jamais vécue et aussi la plus déterminante. J'ai gardé mon travail de bureau le jour et construit l'entreprise qui deviendrait finalement si belle la nuit. Je l'ai nommée ainsi, inspiré par l'idée que la sécurité doit tenir bon quand tout le reste cède. Cela a commencé avec moi seul, une station de soudage louée, une pile d'unités de test, et une amie de l'université nommée Sophie, qui a accepté d'aider avec l'interface en échange de café. De plats à emporter tard le soir et d'une minuscule part de capital dont je priais qu'elle ait un jour de la valeur. Nous passions nos week-ends à tester des scénarios de défaillance comme si nos vies en dépendaient. Appareil perdu, connexion admin pêchée, employés bloqués, exercice de récupération de rançongiciel. Chaque faiblesse du système m'embarrassait. Mais l'embarras était utile quand on était encore assez petite pour corriger les choses avant que le marché ne vous punisse publiquement. Après 6 mois, j'avais quelque chose que je pouvais montrer sans m'excuser toutes les 2 minutes. Après 9, j'avais 3 clients pilotes payants. Après 11, j'ai pris la décision terrifiante de réduire mes dépenses au minimum et de passer à temps partiel à mon travail de jour. Je n'en ai parlé à mes parents qu'une fois les papiers signés, car je savais exactement quelle serait leur réaction. Mon père est devenu silencieux, de cette manière qu'il avait quand il pensait que le silence pouvait prévenir un désastre. Ma mère m'a demandé si j'avais un plan B et Léa l'a découvert via la discussion de groupe familial et a envoyé un message si poli qu'il en paraissait presque bienveillant. Fier de toi de suivre ta passion. N'oublie juste pas que la confiance ne paie pas le loyer. Romain a réagi avec des émojis rieurs. J'ai mis la conversation en sourdine et je suis retourné au travail, mais le progrès n'arrive jamais en ligne droite. Le premier investisseur à qui j'ai pitché m'a dit que mon produit était intéressant mais pas assez excitant pour l'échelle du capital risque. Le second a dit que le hardware me rendait peu attrayante. Le troisième a semblé intéressé jusqu'à ce qu'il apprenne que je n'étais pas une fondatrice à répétition avec le réseau de Stanford et un conseiller célèbre rattaché à mon nom. Un homme a même souri lors de ma démo et a dit « Vous êtes clairement compétente, mais cela ressemble à un business de confort. » Je suis sorti de cette réunion et je suis resté assise dans un parking souterrain pendant 20 minutes, fixant mon volant, me demandant de combien de façons le monde pouvait dire à une femme qu'elle était assez sérieuse pour travailler, mais pas assez sérieuse pour gagner. Puis est venue l'erreur qui a failli me briser. Un blogueur régional spécialisé en cybersécurité a mentionné mes résultats pilotes dans un article de synthèse. Ce n'était pas une grande publication, mais c'était la première fois que des inconnus discutaient de mon invention comme d'un produit réel plutôt que d'une obsession privée. J'ai été fier pendant exactement 4 heures. Puis Romain a envoyé le lien dans la discussion de groupe familial avec la légende « Regardez, Manon est célèbre maintenant. Que quelqu'un alerte et qui veut être mon associé ?» Léa a répondu « J'espère qu'elle se souviendra de nous quand l'empire s'écroulera. »
Un cousin à qui je parlais à peine en a fait une capture d'écran et l'a postée sur ses stories Instagram avec des autocollants rigolos. Le soir, l'un des propriétaires de petites entreprises, envisageant un pilote, m'a envoyé un email pour dire qu'il ne voulait pas de drame attaché à un fournisseur de sécurité. Ce fut la première fois que j'ai compris que le ridicule de la famille ne restait pas toujours dans la famille. Parfois, il débordait et contaminait ce que vous construisiez. J'ai pleuré cette nuit-là, non pas parce que leur blague était originale, mais parce qu'elles étaient devenues un risque opérationnel. Puis j'ai essuyé mon visage, appelé Sophie, et lui ai dit que nous devions devenir plus affûtés, plus discrètes et plus difficiles à ignorer. Nous avons retravaillé les matériaux du produit, peaufiné la marque, renforcé le processus de récupération et changé la façon dont nous positionnions l'entreprise. J'ai arrêté de dire « invention » dans les salles d'investisseurs parce que les gens entendaient « passe-temps » quand les femmes disaient « invention ». J'ai dit « plateforme de continuité de la sécurité avec une couche de secours d'authentification physique ». Même produit, réponse différente aux préjugés. Cela a fonctionné lentement, pas magnifiquement, pas tout d'un coup, mais suffisamment pour me faire avancer. Ce qui me faisait avancer n'était pas la vengeance, du moins pas au début. C'était l'horrible clarté qui est venue de la réalisation à quel point il était facile pour les autres de définir vos limites si vous leur offriez des preuves inachevées. Alors, j'ai arrêté d'expliquer. J'ai arrêté de chercher la permission. J'ai arrêté d'annoncer ce que j'allais faire. J'ai construit en privé et laissé les résultats parler là où le rire ne pouvait tenir lieu de jugement. L'ironie est qu'une fois que je me suis retiré, tout le monde a supposé que j'avais enfin retrouvé mes esprits. Léa a pris mon silence pour une reddition. Romain a arrêté de plaisanter parce qu'il pensait que la blague était morte. Il n'avait aucune idée que le silence peut être le son le plus actif du monde quand quelqu'un construit ce qui finira par changer la pièce. Le tournant est venu de l'endroit le moins glamour imaginable. Une chaîne de cabinets dentaires en difficulté en périphérie de la ville. Leur responsable des opérations avait entendu parler de Cybelle par l'un de nos premiers utilisateurs pilotes et avait appelé après qu'une alerte au rançongiciel les ait laissés se débattre pour retrouver l'accès au portail de planification, de paie et d'assurance. Ils n'avaient pas besoin d'un pitch deck tape à accent grave-l'œil. Ils avaient besoin d'un système qui fonctionnait sous pression. J'ai passé 2 semaines à personnaliser notre processus, à simplifier la configuration, à former un personnel terrifié et à construire une séquence de récupération si claire que même un responsable de bureau paniqué pouvait la suivre. Lorsque le pilote s'est terminé, ils ont signé un contrat payant pour leur 7 sites. Puis ils nous ont présenté à un autre propriétaire d'entreprise, puis à un autre. Pour la première fois, la croissance n'était plus quelque chose que je devais décrire au futur. Elle était en train de se produire. Cette dynamique a changé la qualité de chaque conversation autour de moi. Les investisseurs qui m'avaient rejeté comme étant trop pratique ont commencé à qualifier le produit de rigoureux. Les conseillers qui m'avaient autrefois poussé vers le logiciel uniquement vantaient maintenant le composant physique comme un facteur de différenciation. Un journaliste couvrant la technologie résiliente pour les petites entreprises a demandé une interview. J'ai failli refuser parce que l'attention du public me crispait toujours les épaules. Mais Sophie m'a rappelé que se cacher pour toujours n'était pas une stratégie. J'ai donc fait l'interview avec soin. J'ai parlé des entreprises sous-protégées, de la continuité opérationnelle et de la création d'outils pour les personnes ignorées par les grandes entreprises de sécurité. Je n'ai pas mentionné ma famille. Je n'ai pas mentionné la discussion de groupe, les moqueries, ou la table de dîner où le rire m'avait autrefois fait douter de mon propre timing. L'article a eu plus de succès que nous ne l'avions imaginé. Il n'était pas viral au sens puéril du terme, mais il s'est propagé exactement là où c'était important. Des propriétaires d'entreprises l'ont partagé. Un consultant en marché public nous a envoyé un email. Un ancien cadre d'une grande entreprise d'infrastructure a demandé une démo. Puis, une semaine plus tard, j'ai reçu un message d'un directeur du développement d'entreprise chez Helios Systems, une société de cybersécurité cotée en bourse. Au début, j'ai cru à un email de phishing. Ce n'était pas le cas. Ils avaient vu nos chiffres d'adoption par l'intermédiaire d'un conseiller, avaient lu l'article et voulaient discuter d'opportunités d'alignement stratégique. J'ai ri en lisant cette phrase parce que cela ressemblait au langage que les gens utilisent quand ils veulent vous acheter sans le dire directement. La première réunion avec Helios a changé la trame de ma vie. Ils comprenaient le problème et, plus important encore, pourquoi notre solution était spécifiquement pertinente pour les petites et moyennes entreprises. Leur VP produit posait des questions que personne dans ma famille n'aurait pu comprendre,
même s'ils l'avaient voulu. Leur responsable sécurité a salué l'élégance de notre processus de récupération. Leur équipe de développement a demandé l'accès à la data room. Lorsque l'appel s'est terminé, je n'ai pas fêté. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à nettoyer des documents, réviser des contrats, affiner les chiffres et vérifier chaque recoin de l'entreprise. Ce mois-là, Léa m'a invité à un brunch. J'ai failli refuser, mais la curiosité l'a emporté. Elle est arrivée dans un manteau crème, a commandé quelque chose de décoratif et cher, et a passé 20 minutes à parler d'une campagne de marque qu'elle dirigeait comme si elle racontait un documentaire sur elle-même. Puis elle s'est tournée vers moi et a demandé avec une chaleur faussement enjouée, « Alors, comment va ton petit bidule ?» C'était encore là, le même instinct de dénigrement, habillé de meilleurs tissus. J'ai dit, « Occupé ». Elle a souri. J'admire vraiment les gens qui peuvent faire des passe-temps avec autant d'énergie. Je m'inquiéterais juste de gaspiller mes meilleures années dans l'incertitude. J'ai remué mon café et j'ai dit, ça m'inquiéterait aussi si l'incertitude était la chose la plus effrayante de ma vie. Elle n'a pas compris la phrase, mais moi, si. Les négociations avec Helios se sont intensifiées discrètement. Il voulait une diligence raisonnable, des chiffres, des entretiens clients, une feuille de route et un examen juridique. Je n'étais toujours pas riche. Je m'inquiétais toujours. Mais à ce moment-là, je savais quelque chose que ma famille ignorait. La même invention qu'ils avaient traitée comme une plaisanterie était discutée dans les conseils d'administration par des gens qui mesuraient la valeur avec de vrais enjeux. Je n'ai rien dit à la maison. Le silence m'avait protégé une fois. Maintenant, il me donnait un levier. Alors, quand ma mère m'a rappelé le dîner de famille prévu pour dimanche, j'ai failli rire du timing. Mon dernier appel de négociation était lundi matin, j'ai dit oui, parce que parfois la vie arrange une scène si parfaitement qu'il serait insensé de ne pas y monter. Au moment où je suis arrivé chez mes parents ce dimanche soir-là, Helios avait déjà envoyé une proposition de modalité, term sheet, quasi finale. Rien n'était encore signé, et j'étais trop prudente pour célébrer prématurément. Mais l'avenir avait pris une forme que je pouvais presque toucher. Ce n'était pas seulement une conversation d'investissement. C'était une discussion d'acquisition complète avec des clauses de rétention, des plans de transition, une stratégie d'intégration de produits. Et un chiffre si élevé qu'il aurait semblé fictif à la version de moi qui pleurait autrefois dans un parking après s'être entendu dire que mon entreprise était trop petite pour avoir de l'importance. Sophie savait. Notre avocate savait. Mon comptable savait. Ma famille, non. J'ai apporté une bouteille de vin et un visage si calme qu'il m'a même surprise. Ma mère m'a serré dans ses bras. Mon père a demandé si le travail était toujours aussi chargé. Et Léa était déjà assise à table dans un pull noir ajusté, ressemblant exactement à quelqu'un qui n'avait jamais douté de l'issue d'une phrase qu'elle avait commencée. Romain était assis à côté d'elle avec le sourire narquois d'un homme qui s'attendait toujours à ce que le divertissement apparaisse sans coup. J'ai pris ma place. La soupe a été servie. La conversation a dérivé des prix des loyers aux promotions de quelqu'un. Pendant quelques minutes, cela a presque semblé ordinaire. Puis mon père, essayant d'être encourageant à sa manière maladroite, a mentionné qu'il avait vu un article sur la cybersécurité des petites entreprises et pensait que cela avait peut-être quelque chose à voir avec ce que je construisais. C'est tout ce qu'il a fallu. Léa a souri dans sa cuillère avant de lever les yeux vers moi. « Oh, on en est toujours là ?» a-t-elle demandé légèrement. Romain a ricané. Ma tante a ri sous cape. Je n'ai rien dit. Léa a continué, parce que les gens comme elle entendent le silence et le prennent pour de la faiblesse. Manon, sérieusement, personne n'achètera ton invention ridicule. Arrête de te ridiculiser et garde ton travail de bureau. Romain s'est penché en arrière et a ajouté, ouais, garde ton fantasme d'inventeur pour ceux qui te croient. Chut. La table a réagi avec ce demi-rire affreux que les gens utilisent quand la cruauté se présente sous forme d'humour. Et personne ne veut être le premier lâche à appeler ça par son nom. J'ai continué à manger ma soupe. Ce détail compte parce que les gens imaginent la vengeance comme une explosion. Parfois, elle l'est. Parfois, c'est une femme qui lève sa cuillère d'une main ferme parce qu'elle sait que les prochaines 24 heures vont réorganiser le sens de tout ce qui se dit autour d'elle. Ma mère a adressé à Léa un regard d'avertissement, mais pas assez fort. Mon père a dit à tout le monde de se détendre. Romain a marmonné qu'il plaisantait. Léa a haussé les épaules comme la partie lésée, puis s'est penchée vers moi et a dit,
j'essaie de t'éviter de devenir une de ces personnes qui confondent l'illusion avec la ténacité. J'ai posé ma cuillère et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu n'as pas besoin de me sauver, ai-je dit. Et tu ne devrais vraiment pas présumer de savoir ce qui se passe dans ma vie juste parce que j'ai arrêté de te l'expliquer. Romain a levé les yeux au ciel. Léa a souri de nouveau, mais les bords de son sourire s'étaient tendus. Très bien, a-t-elle dit. Alors explique. Ton gadget de génie a-t-il réellement rapporté de l'argent? La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde voulait la réponse, non pas parce qu'il s'en souciait, mais parce qu'il voulait le confort d'une hiérarchie simple rétablie. Les gens stables au-dessus des rêveurs, les emplois salariés au-dessus du risque, Léa au-dessus de moi. J'aurais pu leur parler des contrats, des négociations, des avocats qui biffaient les clauses d'acquisition tout le week-end pendant qu'ils décidaient si ma vie était assez adulte pour eux. Au lieu de cela, j'ai bu une gorgée d'eau et j'ai dit, vous le saurez assez tôt. Romain a ri de nouveau, plus fort cette fois, et Léa a secoué la tête comme si je lui donnais raison. Le dîner a continué, mais l'air avait changé. En partant, Léa m'a suivi dans le couloir sous prétexte de m'aider avec mon manteau. Puis elle a baissé la voix. Tu sais quel est ton problème, a-t-elle dit. Tu préfères être incomprise qu'ordinaire. C'est épuisant. J'ai mis mon manteau, pris mon sac, et j'ai dit, non. Mon problème était de penser que je devais des explications à des gens déterminés à me méprendre. Puis je suis parti. À 8h12 le lendemain matin, mon téléphone a sonné avant que j'aie fini mon café. C'était notre avocate. Le conseil d'administration avait approuvé les termes révisés. Nous avons signé les documents finaux en fin de matinée. À 13h47, Helios a publié le communiqué de presse. À 14h28, un média économique a diffusé le titre « Helios Systems acquiert la start-up de sécurité pour PME Cybelle dans un mouvement d'expansion stratégique ». À 15h10, un journaliste national spécialisé dans la tech a posté un article de suivi me décrivant comme la fondatrice d'une plateforme de continuité de sécurité sous-estimée mais très efficace. Mon téléphone a explosé si violemment qu'il ne ressemblait plus à un appareil, mais à une intempérie. Le premier appel est venu de ma mère. Je l'ai laissé sonner. Puis mon père. Puis Léa. Puis Romain. Puis des cousins qui ne m'avaient pas parlé depuis des mois. Puis 2 anciens collègues. Puis Léa de nouveau. Les SMS s'empilaient si vite qu'ils se confondaient. Est-ce réel? Appelle-moi tout de suite. Oh mon Dieu, Manon. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Fier de toi. On peut parler? Puis vint le plus ridicule de tous, de Romain, j'ai toujours su que tu étais intelligente. J'ai ri à haute voix, seul dans mon appartement. J'ai appelé Sophie en premier. Nous avons crié, pleuré, puis sommes passés directement en mode logistique, car c'est ce que font les bâtisseurs quand un miracle arrive enfin, enveloppé de contrats et d'attention médiatique. Il y avait des réunions de transition à préparer, des communications aux employés à finaliser et une déclaration de fondatrice à approuver. Helios voulait me retenir pour un mandat de plusieurs années afin de diriger la division de résilience des petites entreprises qu'il construisait autour de Cybelle. Le montant lié à l'accord était suffisant pour changer ma vie, celle de Sophie, et même celle de mes parents si je décidais un jour de les aider. Mais l'argent n'était pas la partie la plus étrange de cet après-midi. La partie la plus étrange était de voir les personnes exactes qui avaient utilisé l'incertitude contre moi traiter soudainement mon jardin secret comme une trahison. Elles n'étaient pas désolées que j'ai été blessé. Elles étaient contrariées d'avoir manqué l'occasion de se tenir près du succès avant qu'il ne devienne indéniable. En soirée, l'histoire avait sauté des cercles technologiques au fil d'actualités sociolocaux. Parce qu'un journaliste économique avait inclus une citation d'une interview antérieure où j'avais dit « Les propriétaires de petites entreprises méritent des outils construits avec respect, pas avec condescendance ». Cette citation a été partagée partout. Quelqu'un de ma famille élargie a dû faire le lien entre cet article et le dîner de dimanche, car les rumeurs ont commencé à circuler rapidement. À 19h16, Léa a envoyé un SMS, « Je pense que nous devrions parler avant que les gens ne prennent les choses de travers ». Je l'ai lu 2 fois et j'ai presque admiré le réflexe. Même alors, son premier instinct n'était pas l'excuse. C'était le contrôle du récit. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, ma mère m'a demandé de passer à la maison parce que les choses étaient devenues tendues. J'ai envisagé de refuser, mais j'avais passé trop d'années à éviter la confrontation dans l'espoir que le succès lui-même réglerait tout.
Le succès ne règle rien. Il révèle le caractère sous un meilleur éclairage. Alors, j'y suis allé. Tout le monde était là, à l'exception de quelques parents éloignés. Ma mère avait l'air anxieuse. Mon père avait l'air honteux. Romain ne voulait pas croiser mon regard. Léa se tenait près de l'îlot de cuisine, les bras croisés, composés de cette manière fragile que les gens adoptent lorsqu'ils ont pratiqué plusieurs versions de l'innocence et n'en ont toujours pas choisi une. Personne n'a parlé en premier, alors je l'ai fait. Vous aviez beaucoup à dire dimanche, ai-je dit. Il me semble que c'est le bon moment pour continuer. Ma mère a immédiatement essayé d'adoucir les choses. Chérie, tout le monde était surpris. J'ai hoché la tête. Oui, ça a tendance à arriver quand les gens confondent le silence avec l'échec. Mon père a commencé à s'excuser par fragments, disant qu'il aurait dû couper la conversation et qu'il était fier de moi. J'ai cru une partie de cela. C'était un homme prudent, pas malveillant. Ma mère a pleuré avant de finir sa première phrase. Je n'ai pas été cruel envers eux. Ils m'avaient manqué par peur plus que par mépris, et ce sont des blessures différentes. Romain a essayé ensuite. Il m'a présenté les excuses les plus faibles possibles. Je plaisantais et tu sais comment je suis. Je l'ai regardé et j'ai dit, exactement. Je sais comment tu es. C'est ça le problème. Il a rougi et n'a rien dit de plus. Puis Léa est intervenue, non pas parce qu'elle était courageuse, mais parce qu'elle ne pouvait pas tolérer de perdre le contrôle de la pièce. Je pense que tout le monde dramatise, a-t-elle dit. Oui, j'ai été dur, mais je ne savais pas qu'il y avait une acquisition secrète en cours. Tu as fait croire que tu bricolais un projet secondaire pendant des années. J'ai soutenu son regard parce que, chaque fois que je partageais des progrès, tu les traitais comme du théâtre. Elle a expiré brusquement. Ce n'est pas juste. J'ai presque souri. Non, ce qui n'était pas juste, c'était de te moquer de moi devant la famille parce que tu as supposé que je ne deviendrais jamais assez importante pour que tes paroles aient de l'importance. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, puis a changé de stratégie. J'essayais de te pousser à être réaliste. C'était ça. Le costume moral que les gens enfilent une fois que le mépris ne fonctionne plus. J'ai dit, non, tu essayais de me garder dans une version de moi-même qui te mettait à l'aise. Toute la pièce est devenue silencieuse. Elle a eu l'air stupéfaite, puis en colère, puis brièvement effrayée. J'ai continué avant que quiconque ne puisse m'interrompre. Tu n'as pas seulement douté de moi, Léa. Tu as aimé le faire publiquement. Tu aimais être la personne qui définissait ce qui était sérieux et ce qui était embarrassant. Et maintenant que les gens savent que tu avais tort, tu veux réécrire le rôle que tu as joué. Ma mère a murmuré mon nom comme si j'allais trop loin. Je n'y allais pas. J'allais enfin exactement assez loin. Léa a dit, et alors? Maintenant tu vas me punir pour toujours parce que tu es devenu riche. Cette phrase m'a tout dit. Dans son esprit, l'offense n'était pas l'humiliation ou les années de dénigrement. L'offense était que j'avais maintenant assez de succès visible pour que son comportement paraisse laid aux yeux des autres. J'ai dit, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de respect. Et tu n'es venu chercher le mien qu'après le communiqué de presse. Romain a commis l'erreur de parler depuis un coin. On ne peut pas tous passer à autre chose? Je me suis tourné vers lui. Tu peux passer à autre chose quand tu trouves les choses drôles. Je passe à autre chose concernant les gens qui avaient besoin de me voir petite. Ce fut la première fois que Léa a vraiment perdu son sang-froid. Son visage s'est tendu et elle a dit, « Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que nous. » J'ai répondu, « Non, j'ai juste enfin arrêté d'accepter un traitement qui dépendait de moi, faisant semblant d'être moins. » Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas insulté. J'ai fait quelque chose de bien plus impardonnable pour des gens comme Léa. J'ai parlé clairement avec des témoins et sans demander la permission pour ma propre version des événements. Puis j'ai dit à mes parents que je les aimais, que je leur parlerais séparément, et que j'avais besoin de distance avec tout le monde. Je suis parti avant que quiconque ne puisse transformer la conversation en une performance destinée à protéger la personne la plus embarrassée de la pièce. Ce soir-là, une plus grande publication économique a publié un article sur l'acquisition. Ma photo de fondatrice était sur la page d'accueil. L'expression « rachat à plusieurs dizaines de millions d'euros » est apparue dans suffisamment d'endroits pour que l'histoire devienne un potin de quartier le matin.
Une ancienne camarade de classe m'a envoyé une capture d'écran des commentaires de Léa sur les réseaux sociaux, remplis de félicitations passives-agressives de personnes qui savaient clairement ce qui s'était passé. Un commentaire disait « C'est la même sœur qui, selon toi, avait besoin d'un vrai travail ?» Un autre disait « On dirait que l'invention n'était pas si ridicule après tout. » Je n'ai pas apprécié de les lire, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce que l'humiliation a une odeur aigre, même lorsqu'elle retombe sur quelqu'un qui vous l'a autrefois offerte librement. Je n'avais pas besoin d'Internet pour punir Léa pour moi. La vérité avait déjà fait son œuvre. Dans les semaines qui ont suivi, ma vie a changé de toutes les manières visibles et d'une manière invisible qui comptait encore plus. Visible d'abord. Helios a finalisé l'acquisition. Sophie et moi avons effectué la transition de l'équipe et j'ai commencé à diriger l'intégration de Cybelle dans une plateforme de sécurité pour petites entreprises bien plus vaste. Mon contrat de location d'appartement n'était plus une source de panique silencieuse. J'ai remboursé des dettes que j'avais portées comme une honte privée. Je suis passé de la survie au choix. J'ai aidé mes parents à réparer une partie de leur toit sans en faire un discours. Parce que l'amour n'a pas besoin d'un public quand il est réel. Les professionnels de l'industrie qui m'avaient autrefois ignoré me demandaient maintenant mon opinion dans des salles pleines de gens avec des titres plus longs que le mien. Les reporters voulaient des leçons de fondatrices. Les podcasts voulaient la version « succès du jour au lendemain ». J'ai rejeté cette expression à chaque fois. Rien de ce qui s'était passé n'était du jour au lendemain. Ce furent des années d'être sous-estimé suivies d'une correction publique. Le changement invisible fut plus simple et plus difficile. J'ai cessé de me sentir explicable. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais eu l'envie de me traduire en quelque chose de plus acceptable avant de parler. J'adoucissais mon ambition pour qu'elle ne paraisse pas arrogante. Je minimisais mes progrès pour ne pas susciter la jalousie. Je riais des blagues dédaigneuses pour ne pas paraître sensible. Je faisais en sorte que mon propre travail semble plus petit parce que j'essayais d'obtenir du réconfort de la part de personnes qui pensaient que le confort importait plus que la vérité. Après l'acquisition, ce réflexe a commencé à mourir. Non pas parce que le succès guérit tout, mais parce qu'une fois que vous avez vu ce qui se passe lorsque le monde valide ce que votre esprit savait déjà, il devient plus difficile de continuer à vous porter volontaire pour la déformation. Léa a appelé 3 fois le mois suivant. J'ai répondu à la 3e tentative parce que je croyais aux limites, pas au jeu. Elle semblait prudente, ce qui chez elle était l'équivalent verbal de marcher sur de la glace fine avec des talons aiguilles de créateur. Elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi. Elle a dit qu'elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait été dédaigneuse au fil des ans. Elle a dit que regarder des inconnus discuter de notre dynamique familiale en ligne avait été humiliant. J'ai remarqué qu'elle avait dit « humiliant » avant « blessant ». Cela comptait. Puis elle s'est excusée et cette fois, c'était plus proche de la vérité. Pas parfait, pas noble, mais assez réel pour que je croie qu'elle avait enfin compris que l'intelligence sans gentillesse devenait très rapidement de la cruauté au sein d'une famille. Je l'ai remerciée de l'avoir dit. Je ne me suis pas précipité pour la réconforter. Le pardon n'est pas synonyme de restauration immédiate. Romain ne s'est jamais vraiment excusé. Il a envoyé un panier cadeau avec une note disant « Pas de rancune. Fier de toi, ma cousine. » J'ai donné les collations et déchiré la carte le lendemain. Mes parents, à leur crédit, ont changé plus que je ne m'y attendais. Mon père a commencé à poser de vraies questions sur le produit au lieu de se cantonner à la prudence. Ma mère a admis que la peur l'avait poussé à protéger l'image de la stabilité au détriment de mon soutien réel. Nous avons eu de longues discussions qui n'ont pas effacé le passé, mais ont rendu l'honnêteté possible sans mise en scène. Quelques mois plus tard, j'ai été invité à prendre la parole lors d'un événement pour les femmes fondatrices construisant dans des marchés sous-estimés. J'ai failli refuser car je n'avais aucun intérêt à transformer ma douleur en inspiration de marque. Mais ensuite, j'ai pensé à la version de moi qui se tenait à l'évier de mes parents, se demandant si le ridicule de la part des gens que j'aimais signifiait que j'étais illusoire. Alors je suis monté sur scène. J'ai dit la vérité. J'ai dit que le doute des étrangers est gérable parce qu'il n'a pas de racine dans votre système nerveux. Le doute de la famille est différent. Il se faufile en portant de vieux souvenirs. Il utilise votre prénom d'enfant. Il emprunte le ton des gens que vous avez autrefois cru pour interpréter la réalité pour vous. Et si vous ne faites pas attention, vous commencerez à prendre leur confort pour votre destin. J'ai dit que le succès est utile, mais la clarté est meilleure.
que la discrétion peut être une stratégie. Que tous les rêves n'ont pas besoin d'être partagés avant d'être assez forts pour survivre à l'insécurité d'autrui. J'ai dit que certaines des personnes qui applaudissent plus tard seront les mêmes personnes qui riaient plus tôt, et vous ne leur devez pas les places au premier rang de votre devenir. La pièce est devenue silencieuse de la manière dont les bonnes pièces le font lorsque la vérité frappe juste. Après la conférence, une jeune fondatrice est venue me voir les larmes aux yeux et m'a dit « Je pensais que j'étais faible parce que je me souciais de ce que ma famille pensait. » Je lui ai dit « Ce souci ne te rend pas faible. Construire quand même, c'est ce qui te rend dangereuse pour les mauvaises personnes. » Elle a ri, puis a pleuré plus fort, et je l'ai serrée dans mes bras. Quant à Léa, notre relation est différente maintenant. Plus prudente, moins automatique, peut-être plus saine parce qu'elle est enfin honnête. Elle n'a plus le droit de se moquer de ce qu'elle ne comprend pas et d'appeler ça du réalisme. Je ne soumets plus mes rêves à son humeur pour être mesuré. C'est à quoi ressemblaient les conséquences dans ma vie. Pas de destruction, pas de dispute hurlante, juste un changement clair d'accès, une fin permanente à l'ancien arrangement où elle pouvait me rabaisser et s'attendre toujours à de la proximité comme si le respect était facultatif entre sœurs. Et c'est la partie dont les gens parlent rarement lorsqu'ils imaginent la vengeance. La forme la plus profonde de celle-ci n'est pas de regarder quelqu'un souffrir. C'est de les regarder réaliser qu'ils n'ont plus le pouvoir de vous raconter. Ma sœur s'est moquée de mon invention au dîner. Dès l'après-midi suivant, le rachat était dans les journaux, et toute la famille fixait son téléphone, essayant de comprendre comment la personne qu'ils avaient traitée comme un exemple à ne pas suivre était devenue le titre. Mais la vraie fin n'était pas l'argent, la presse, ni même les excuses. Ce fut le moment où j'ai compris que j'avais construit quelque chose de plus grand qu'une entreprise. J'avais construit une vie qui n'avait plus besoin de la permission de personnes déterminées à la méprendre.